Bienvenue à 2460, hors série. Dina Gilbert est née en Beauce et baigne dans la musique depuis qu'elle est toute petite. C'est même vraiment une affaire de famille. À 35 ans, elle a déjà été chef assistante de Maestro Kent Nagano de l'Orchestre symphonique de Montréal pendant 3 ans. Et maintenant, elle est chef et directrice musicale de 2 orchestres au Canada, l'Orchestre symphonique de l'Estuaire à Rimouski et le Kamloops Symphony Orchestra en Colombie-Britannique. Mais elle est aussi chef attitrée des grands ballets canadiens. Alors, elle dirige pendant le temps des fêtes toutes les représentations de Casse-Noisette. Voici Paroles et musique avec Dina Gilbert. Dina Gilbert, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à 2460. On vous voit diriger Casse-Noisette. Vous êtes chef attitré de l'Orchestre des Grands Ballets, en plus de diriger l'Orchestre symphonique de l'Estuaire. Ça, c'est à Rimouski, puis à l'autre bout du pays, à Kamloops. Donc, il n'y a pas vraiment de frontières pour vous. Mais cette passion de la musique, parce que vous avez 35 ans, c'est un parcours professionnel absolument impressionnant. On va le suivre au cours de cette demi-heure. Mais la passion de la musique, cette piqûre, vous l'avez eue enfant déjà? Ah oui, très, très tôt, parce que je suis la 5e d'une famille de 6 filles. Donc, à la maison, j'étais toujours en train d'entendre mes sœurs pratiquer leur heure de piano. On faisait aussi partie de différents chœurs. Donc, la musique a toujours fait partie de ma vie. Partie de votre vie. À l'école aussi, vous avez voulu poursuivre la formation dès le secondaire ou quoi? C'était présent à l'école? En fait, le piano était un instrument qui était un peu imposé à la maison. Donc, j'avais du plaisir, oui, mais il reste que comme n'importe quel enfant qui se fait demander quelque chose par ses parents. Quand j'ai découvert la clarinette, c'est un instrument que j'ai choisi, j'ai d'autant plus aimé cet instrument-là. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose d'autre avec la musique que je pouvais explorer par le fait de pouvoir jouer en groupe. Et c'est ce que j'aimais davantage avec la clarinette. Et je comptais plus les minutes de ma pratique parce que c'était pas un instrument qui était imposé, si on peut dire. Puis je pense que c'est en choisissant la clarinette que tout le répertoire, toutes les musiques. En fait, toutes les possibilités de pouvoir jouer en groupe se sont ouvertes à moi et c'était très important. Parce que le piano, ça peut être... C'est un instrument assez solitaire. Oui, exactement. Puis on fait accompagner parfois par un orchestre, mais on le joue seul, c'est ça? C'est ça. Bien, en fait, dans ce que j'avais comme carrière, jusqu'à 16 ans en tant que pianiste, c'était vraiment un travail solitaire. Tandis qu'avec la clarinette, c'est ça, de pouvoir faire différentes sortes de musique, de la musique jazz, faire de la musique classique, de faire de l'harmonie, de l'orchestre. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de possibilités qui s'ouvraient à moi et ça m'intéressait beaucoup. C'est aussi en faisant de la clarinette que j'ai commencé à voir le métier de chef d'orchestre en étant dirigé justement par différents directeurs musicaux. Oui. Parce que là, vous êtes en Beauce, vous faites votre école secondaire là-bas. Là, il faut faire un choix de carrière assez jeune. Il faut sortir de la Beauce aussi pour pouvoir avoir accès à l'université. Comment ça s'est fait, ce choix-là? Comment vous l'avez fait? En fait, j'avais aucune idée que je deviendrais un jour chef d'orchestre parce qu'il n'y a pas d'orchestre symphonique en Beauce. Donc, moi, j'ai fait mon cheminement en musique avec le plaisir, avec le fait que j'ai eu des belles rencontres, des belles opportunités à diriger assez tôt, de façon autodidacte. Ah oui. Donc, je dirigeais un petit chœur d'enfants, je dirigeais dans les cadets aussi. C'est seulement quand j'ai fait mon baccalauréat en clarinette qu'il y avait un cours optionnel en direction d'orchestre avec le chef Paolo Bellomia. Et c'est lui qui, après quelques cours, m'a rencontré après une classe. Il m'a dit « Dina, est-ce que tu avais déjà pensé être chef d'orchestre? Tu as vraiment les bonnes aptitudes pour ça, tu as une bonne oreille, tu as une facilité à t'exprimer avec tes mains et tout. Est-ce que tu avais pensé à ça? » Mais l'idée de diriger un orchestre, pour moi, là, c'était le rêve ultime parce que je trouve qu'on est un peu rassembleur, on travaille avec une multitude d'experts à leur instrument. Ça aborde tous les côtés de la musique et aussi, en même temps, on est un contact privilégié avec les musiciens, mais aussi avec le public. Qu'est-ce que c'est les aptitudes d'un chef d'orchestre? En fait, c'est certain qu'il faut avoir une très bonne oreille, donc la capacité à entendre chaque son, chaque timbre en tout temps, parce qu'en répétition, on doit corriger chaque chose qui ne serait pas exactement juste, qui ne serait pas jouée au bon moment, au bon endroit et tout. Donc, ça demande ça. Ça demande bien entendu du leadership, parce que on doit inspirer les gens doivent nous suivre, mais c'est à nous de les convaincre que la façon dont on va diriger l'œuvre, dont on va interpréter l'œuvre de Tchaïkovski sera
sera la bonne pour ce concert-là. Oui, parce qu'on vient de vous voir donc interprétant Casse-Noisette. On va le faire tout de suite. Je vais faire ma grosse parenthèse tout de suite parce que je vous ai vu le faire à une autre occasion. C'est à quoi elle sert, la baguette? À quoi ça sert un chef d'orchestre? On a beau aimer la musique, si on ne la connaît pas, on ne sait pas trop qu'est-ce qui motive, qu'est-ce qui inspire un chef d'orchestre, qu'est-ce qui inspire... Vous avez apporté une baguette? Oui, j'en ai apporté une. Bien, on s'entend que ça, c'est vraiment un objet tout simple. Je pourrais très bien aussi diriger avec mes mains. La raison pour laquelle on utilise une baguette, c'est tout simplement parce que ça va être beaucoup plus visible quand on a un grand nombre de musiciens devant nous. Et on va la prendre de notre main pour que ça soit une extension de notre bras. Et ça fait en sorte qu'avec un simple geste, j'ai beaucoup plus d'amplitude, donc ça va être beaucoup plus visible. Et comme chef d'orchestre, c'est hyper important dans mon travail de commencer par une préparation, donc donner une inspiration, dans tous les sens du terme, pour inspirer les musiciens qui puissent savoir à quel moment on va débuter la musique. Donc, on fait une préparation, une inspiration, et quand je vais tomber, ça va indiquer le premier temps. Et là, je vais avoir différentes métriques, une gestuelle qui sera à 2 temps, une musique qui pourrait être à 3 temps, une musique qui pourrait être à 4 temps. Et ça, c'est vraiment la technique de base. Dans chaque coup de baguette, il y a un langage. C'est ça. Dans le fond, on indique le tempo, mais à travers le tempo, d'un temps à l'autre, on va pouvoir illustrer un peu le relief de la musique. Est-ce que la musique est très dense ou elle est plutôt très légère? Donc, une multitude d'informations qu'on communique. Donc, il y a des codes de base, une codification de base que les musiciens vont très, très bien comprendre. Puis c'est pour ça aussi que je vais pouvoir exercer mon métier dans différents pays sans aucun problème. Donc, c'est très intuitif. C'est votre inspiration. Enfin, vous inspirez les musiciens avec la baguette, mais vous assumez aussi le leadership et une certaine autorité. Avec la baguette, vous amenez les musiciens là où vous voulez les amener, dans le son, dans la texture. Tout à fait. Puis c'est pour ça qu'on doit avoir une information qui va être claire en tout temps. Et une des choses que je dis, par exemple, c'est le fait que l'information doit être tout le temps au bout, le plus près des musiciens possible. Donc, si j'avais une gestuelle qui était... qu'on pourrait, à ce moment-là, voir différentes informations à différents endroits. Donc, on veut plutôt canaliser l'information pour que tout soit clair et très intuitif pour les musiciens. Donc, on se transforme un peu en comédien parce qu'on veut tellement avoir absorbé la musique, qu'on veut tellement l'avoir en soi, que c'est cette façon-là qu'on ne pense pas du tout à la technique, puis on fait seulement illustrer cette musique-là. C'est presque la baguette magique. Presque. Mais en même temps, faire un doctorat, parce qu'on est passé vite sur le cégep, le bac, donc vous découvrez la possibilité de la maîtrise, la direction. Ça, c'est quoi? C'est presque 12 ans d'études quand on additionne tout ça, là. Oh mon Dieu, je ne les ai pas comptés parce que j'ai tellement eu de plaisir, mais j'ai fait une maîtrise et un doctorat en direction d'orchestre, en effet, avec Paolo Bellomi et Jean-François Rivet à l'Université de Montréal. Mais il reste que le métier, on l'apprend à tous les jours. Il y a quelque chose à apprendre. Donc, à chaque fois que je mets les pieds sur le podium, j'apprends un nouveau répertoire. Un exemple de ce que vous apprenez encore, de ce que vous avez en direction d'orchestre, mettons, au doctorat. Parce qu'un doctorat, c'est pas une thèse de 600 pages, j'imagine, que vous écrivez. Vous avez fait ça sur l'harmonie entre la musique et les images, est-ce que je me trompe? C'était sur la méthodologie, les techniques appliquées pour diriger une projection concert. Donc, j'étais intéressée à qu'est-ce qu'on pouvait faire comme chef pour bien synchroniser tout ce qui était projection concert, un film. Donc, quand on doit accompagner un film, dans ce cas-ci, après aussi, ça m'a aidé pour diriger aussi des ballets, des choses comme ça. Mais quand, dans le fond, le chef n'a pas le contrôle absolu, dans un sens, il doit être au service de l'image. De l'image. Donc, je trouvais que c'était une des choses qui m'a aidé à raffiner ma technique parce que, justement, là, on a moins de souplesse et moins de flexibilité dans ces cas-là. Alors, arrive le doctorat et je me suis laissé dire que pendant vos études de doctorat, vous avez travaillé à la billetterie de l'OSM. Est-ce que je me trompe? Ça nous amène sur la petite porte à l'OSM et que Jean-François Rivet, qui était chef adjoint de Maestro Nagano, bien, vous connaissez bien comme doctorante, mais ça a ouvert aussi la porte pour être recruté comme chef adjoint de Nagano? En effet, c'est assez spécial parce que pendant mes études de maîtrise doctorat, j'ai travaillé à temps partiel à la billetterie de l'OSM. Et un des avantages que j'avais, c'est que j'avais la possibilité d'aller voir plein de concerts gratuitement. Et ça m'a permis aussi de voir tout le répertoire qui était joué dans une année avec un orchestre, de voir les solistes qui étaient invités, de parler même au téléphone avec les gens qui, des fois, sont curieux avant de venir à une première prestation d'un orchestre, qui se demandent comment est-ce que je devrais être habillée, est-ce que je vais apprécier tel concert. Donc, j'ai beaucoup apprécié cette expérience-là, puis ça m'est encore utile, je dirais, dans mon rôle de directrice musicale aujourd'hui, d'être près du public, de comprendre quelles vont être les attentes du public,
Oui, donc toutes ces choses-là m'ont beaucoup aidée. Et quand je suis directrice musicale, donc je mets mon chapeau de chef, je mets mon chapeau aussi de directrice du marketing. Est-ce que ça va bien? Donc, tous ces différents rôles-là qu'on doit avoir. Mais donc, plusieurs années plus tard, j'entre à la Maison symphonique pour ensuite travailler comme chef assistante. Donc, j'avoue que c'est un grand privilège. C'est vraiment un grand rêve de pouvoir devenir chef assistante de Maestro Kent Nagano. Oui, j'imagine, parce que ce qu'on m'a aussi dit, c'est que vous travaillez à la billetterie. Il y avait eu des auditions, on avait trouvé personne à la hauteur de ce job-là, de chef assistante de Maestro Nagano. Et là, je pense que Jean-François Fay a dit vous aviez travaillé un peu pour l'OSM, mais vous avez vu à l'œuvre, il vous connaissait, il appréciait. Exactement, oui. En fait, j'ai vraiment eu beaucoup de chance de ce côté-là parce que, comme avant les auditions, j'avais eu l'opportunité de travailler pour remplacer le chef qui était assistant à ce moment-là. Donc, j'ai travaillé pendant 2 semaines pendant le temps des fêtes et j'avais vu donc l'expérience d'être dans la salle, de pouvoir guider Maestro, d'entendre l'orchestre, de diriger aussi l'orchestre dans les répétitions. Et quand j'ai eu l'appel de Maestro Nagano qui m'offrait le poste en disant que j'avais le bon profil pour ça, puis que, dans le fond, il croyait en moi dans ce rôle-là, ça a été extrêmement fabuleux. Oui. C'est là qu'a commencé, donc, 3 magnifiques années avec l'OSM. Qu'est-ce que vous avez appris pendant ces 3 années-là? Qu'est-ce qui vous a... Wow! Ce que j'ai appris, tellement de choses, parce que c'est un orchestre incroyable, des musiciens fabuleux. De voir aussi la quantité de répertoire qu'ils vont en prendre dans une semaine. Donc, je dirais que tout ce que j'apprenais en une semaine pouvait représenter presque une session à l'université, je dirais. Qu'est-ce que j'ai appris aussi, c'est de voir le travail extrêmement inspirant de Maestro Kent Nagano, quelqu'un qui va être exigeant, mais qui va être exigeant avec beaucoup de respect parce qu'il connaît, dans le fond, jusqu'à où on peut aller dans une œuvre. Il connaît, dans le fond, il a confiance en ses musiciens, puis il y a une vision très claire de qu'est-ce qu'il veut faire avec chacune des œuvres. Oui, il applique le critère de la confiance et du respect. Tout à fait. N'est-ce pas? Oui. Ouais. Et la vision de la musique que vous avez développée grâce à cette expérience? L'expérience a été aussi de découvrir le rôle d'un directeur musical au sein d'une communauté. Je pense qu'avec la musique classique, on a un rôle à jouer. On peut avoir une vision sociale, on peut faire en sorte d'avoir un impact bénéfique pour une population. Puis je trouve que ça, Maestro Kent Nagano l'a vraiment beaucoup fait avec l'OSM, que ce soit en aidant à ce qu'on puisse avoir la Maison symphonique, qui est un lieu magnifique, une salle de concert exceptionnelle, que ce soit avec son programme La musique aux enfants, qui permet à des jeunes de pouvoir avoir accès à des cours de musique gratuitement. Et ça, c'est des choses qui m'ont vraiment marqué puis que je transmets maintenant dans mon rôle de directrice musicale à l'Orchestre symphonique de l'Estuaire et au Camino Symphony Orchestra. De mon côté, je fais des ateliers dans les écoles où je suis au contact du jeune public, où ils peuvent enfin être en contact avec un quatuor à cordes, une flûtiste, une clarinettiste, un bassoniste, et voir des instruments qu'ils n'auraient peut-être pas eu l'opportunité de voir avant très longtemps. On s'en va brièvement à une pause. C'est l'entracte. Quelques minutes. On se retrouve tout de suite après Dina Gilbert. Merci, Madame, Messieurs. Restez avec nous le temps d'une pause. Dina Gilbert à la direction, cette fois-ci de l'Orchestre métropolitain avec des élèves de la commission scolaire
de Montréal, la symphonie Hochelaga. Qu'est-ce que ça représente de voir ces images-là pour vous, de voir des enfants chanter en chœur? C'était vraiment un très beau moment. C'était avec 4 compositeurs québécois qui avaient donc participé à ce projet-là et de pouvoir participer avec autant d'élèves, de voir leur travail aussi avec leurs enseignants, à travers les classes et tout ça, puis d'arriver à ce moment de présenter ça devant leurs parents et devant la communauté, c'était vraiment très, très enrichissant. Vous avez une conception de la musique, je crois, qui veut dire que la musique, c'est aussi du bien-être. Oui. C'est du bonheur, du bien-être. Pourquoi? Parce que c'est ça que ça apporte, je dirais, dans ma vie. Moi, c'est aussi c'est autant le bien-être que peut me procurer la musique, mais aussi, dépendamment de la musique, c'est un temps d'arrêt aussi. Je trouve que nos vies vont tellement vite que pour moi, quand je suis en train d'écouter de la musique ou encore quand je suis en train de la diriger en concert, je suis uniquement dans le moment présent. Et je suis dans le moment présent avec les musiciens qui sont là, à découvrir, à accueillir tout ce qui se passe autour. Puis je pense que c'est ça qu'on peut recevoir quand on vient écouter un concert. Donc, c'est un peu un baume pour le cœur, un baume pour l'âme, de pouvoir apprécier en groupe avec la personne qui nous accompagne à un concert et de vivre des belles émotions. Vous appartenez, avec vos 35 ans, à une génération qui a peut-être pu s'éloigner de la musique classique. Est-ce que c'est plus difficile de rejoindre des jeunes de la trentaine, de la vingtaine, parce qu'on est sollicité par toutes sortes d'autres musiques? Bien, en fait, moi, je prédis que dans les prochaines années, les gens de ma génération vont d'autant plus être intéressés par la musique classique, parce que là, je pense qu'on est vraiment à un tournant majeur où on se rend compte que tout va beaucoup trop vite, qu'on est trop surstimulé partout. Et je trouve que même quand je vais voir des concerts ici à Montréal, il y a de plus en plus de gens dans la trentaine, même dans la vingtaine, qui vont voir soit l'Opéra de Montréal, les grands ballets, les orchestres qu'on a ici à Montréal. Donc, je ne suis pas trop pessimiste par rapport à ça. Je trouve qu'au contraire, les orchestres seront de plus en plus aussi en train de s'adapter, de trouver des nouvelles façons d'aller chercher des publics. Je pense, par exemple, à des ciné-concerts qui sont présentés. Je pense aussi à des concerts qui sont plus dans une formule de métissage de genre. Par exemple, je vais avoir la chance de diriger le concert en avril prochain avec le groupe français I Am. Donc ça, on s'entend que c'est des gens de ma génération qui vont venir voir ce concert-là, puis ça a été sold out en vraiment quelques heures seulement. Donc je pense qu'il y a un engouement qui revient, je crois, par rapport à la musique classique. Même chose pour le jeu vidéo. Vous avez dirigé pour les jeux vidéo? Hein? Oui, ça aussi, même chose. Ça, c'était vraiment une découverte de voir que dans la salle, honnêtement, là, c'était vraiment beaucoup plus jeune que moi dans la salle. Et je trouve que c'est vraiment le fun de pouvoir de sortir des cadres habituels de la forme du concert qu'on connaît avec ouverture, concerto, symphonie. Je pense que quand on essaie, qu'on ouvre un peu ce cadre-là, on donne la possibilité à d'autres personnes de venir dans la salle de concert et ils vont découvrir quelque chose de phénoménal avec la puissance qu'un orchestre symphonique peut avoir sur une scène. Qu'est-ce que ça apporte de diriger de la musique pour jeux vidéo? C'était vraiment très, très excitant, je dirais, parce que, de un, c'était des différentes compagnies de jeux vidéo, différents compositeurs extrêmement talentueux, et grâce au talent de... Qu'on connaît pas nécessairement, non, en effet, mais ça permettait de souligner justement le fait que la musique classique ou la musique symphonique, elle fait beaucoup plus partie de notre vie qu'on le pense. C'est juste qu'on l'oublie. On pense toujours, ah, mon Dieu, il faut vraiment connaître ça pour pouvoir l'apprécier. Mais finalement, les gamers, ils se rendaient bien compte que qu'est-ce qui va faire en sorte qu'ils vont jouer longtemps un jeu? C'est parce qu'il y a aussi cette énergie-là qui est dans le jeu, entre la musique d'exploration et la musique de combat, qui leur permet d'être encore plus dans une activité immersive du jeu vidéo. Et dans ce concert-là, qu'est-ce qui avait de particulier? C'était qu'on avait aussi des moments dans le concert où on était carrément en interaction live avec quelqu'un qui joue aux jeux vidéo. Et donc, je donnais des signes à l'orchestre pour qu'on puisse changer entre la musique d'exploration et de combat. Donc ça, j'avoue que c'est une des premières. Puis c'est vraiment, on est les premiers, je pense, dans le monde même à avoir fait ce genre de concert-là. Et ça se faisait ici, à Montréal. Vous, la baguette, eux, la manette. Donc, on avait quelqu'un sur... Donc, moi, j'avais mémorisé la map avec où les méchants vont sortir et à quel moment, donc, ça va être... je vais avoir assez de temps pour partir une musique de combat en faisant un signe avec ma main gauche pour que les musiciens puissent changer d'une portée à l'autre sur leur partition. Et tout ça, c'était des idées vraiment géniales par le compositeur initiateur de ce projet-là, Maxime Boulet. À 35 ans, vous avez quand même un parcours absolument exceptionnel. J'ai cru lire que pour vous, devenir chef d'orchestre, chef-feu, est-ce qu'on dit chef-feu? Aussi, oui. C'était comme devenir astronaute.
Dans le sens que, pour moi, c'est que le métier d'astronaute, on sait que ça existe, mais tu n'as aucune idée. J'avais aucune idée très petite à savoir, très jeune, à savoir quelles sont les étapes qui vont amener à ce que tu puisses être un jour, astronaute. Donc, la même chose pour moi, chef d'orchestre, pour moi, c'était comme un métier, oui, qui existait, mais de façon très abstraite, mais j'avais aucune idée de comment je pouvais faire pour me rendre là. Donc, c'est pour ça que quand j'ai rencontré Paolo Bellomia en étant au baccalauréat, puis qui m'a même proposé, est-ce que tu avais déjà songé à faire ce métier-là? On dirait tout d'un coup, je me dis, donc ça veut dire que là, présentement, ce que j'ai fait jusqu'à présent, c'était le bon parcours pour que je puisse arriver là. Et bien entendu, il y a un grand parcours à partir du moment où on débute à étudier en direction d'orchestre, mais de savoir que tout ce que j'avais fait auparavant était bon, c'était surprenant pour moi. Oui, en même temps, une femme, puis ça, c'est une question même, on aimerait ne plus la poser, la question, que ce soit chef d'antenne, femme, qu'est-ce que c'est. Mais moi, je ne peux pas ne pas vous la poser parce qu'il y en a vraiment trop peu de femmes encore. Chef d'orchestre, est-ce qu'il y a eu des obstacles, des embûches, un défi? Est-ce qu'il y a des préjugés? Comment vous le voyez? Parce que vous êtes un phénomène rare, là, quand même. Comment je le vois? En fait, ça serait difficile pour moi de déterminer s'il y a eu des moments qui ont fait en sorte que c'était en raison du fait que j'étais une femme qui m'ont pénalisée. Par contre, je pense qu'on ne peut pas nier le fait que tout le monde, et nous inclus, on peut être victime d'un biais inconscient. Et par bien conscient, je parle le fait que au sein des orchestres symphoniques, auparavant, c'était seulement des hommes. Et à partir du moment où on a commencé à faire des auditions à l'aveugle derrière un rideau, et qu'on a on n'a aucune possibilité de savoir le genre de la personne qui est en train de jouer les traits d'orchestre, et que c'est exclusivement par rapport à la prestation musicale que les gens sont maintenant sélectionnés au sein des orchestres, eh bien, c'est spécial parce qu'au bout de quelques décennies, on avait 50 d'hommes et femmes au sein des orchestres, ou du moins, c'est à peu près dans ces zones-là. Et donc, ça peut un peu montrer l'exemple du fait que quand on n'a pas ce côté visuel-là, on a peut-être donc, malheureusement, on est peut-être tous victimes de biais inconscients. Donc, comme chef d'orchestre, bien entendu, je dois être vue pour faire mon travail. On s'entend aussi que je suis dans un métier où la plupart des œuvres que je dirige sont aussi des compositeurs européens et tout ça. Donc, on est quand même dans un cadre qui est appelé, je crois, à changer. Heureusement, ce que je vois, par contre, c'est que j'ai de plus en plus de mes collègues chefs d'orchestre qui commencent à avoir des postes de plus grande envergure, parce que c'est ça, je pense, l'enjeu majeur des prochaines décennies. Mais par contre, je dois dire que quand j'étais aux études, ça m'effleurait rarement l'esprit parce qu'on était 3 femmes et 2 hommes dans notre classe de direction. Donc, je dirais que c'est plus dans les médias que je sens ce rapport-là par rapport au genre de questions que je vais recevoir en entrevue. Donc, à 35 ans, directrice de 2 orchestres, chef attitré d'un autre, où est-ce que vous vous voyez dans 20 ans? Dans la trentaine, là, on développe, on fleurit, j'imagine, dans sa carrière, on explose. Mais dans 20 ans, dans cinquantaine, vous êtes dans la force de votre... Je suis vraiment encore très jeune chef à 35 parce qu'on peut vraiment exercer, c'est la beauté de la chose, on peut exercer notre métier pendant de très longues années. Il y a des chefs qui dirigent même à 80 ans. Bien oui. Où est-ce que vous voyez? Où est-ce que je me vois? Bien, en fait, je me vois vraiment faire exactement la même chose que je fais présentement. Ça sera peut-être avec d'autres orchestres, mais le plus important pour moi, c'est de voir que je suis capable de les toucher les gens par les prestations musicales qui sont offertes, puis que je suis capable de faire une petite différence dans les communautés avec lesquelles je travaille. Donc, c'est surtout ça le plus important. Et si je t'appelais à voyager davantage, mais ce sera bien. Vous l'avez fait, vous avez côtoyé des grands chefs. En avez-vous des chefs emblématiques? On va exclure Nagano, là. On lui donne... c'est certain que Maestro Nagano il y a une place à part. Il y a une place à part. À part Kent Nagano. À part Maestro Kent Nagano, c'est certain qu'à l'OSM, il y a des chefs qui m'ont grandement inspirée. Je pense à Sir Roger Norrington, je pense à Maestro Zubin Mehta, qui a déjà été directeur musical de l'Orchestre symphonique de Montréal et qui avait accepté aussi que je le suive à différents endroits dans le monde pour voir ses répétitions. Donc, je suis allée jusqu'à Tel Aviv à 2 reprises pour voir ses répétitions avec l'Israel Philharmonic Orchestra. J'ai suivi aussi ses répétitions en Allemagne. Donc, ça, c'est un chef qui m'a grandement inspirée. En dehors des orchestres du Québec, que ce soit l'orchestre symphonique, l'orchestre métropolitain, l'orchestre que vous rêveriez de diriger? Oh mon Dieu! Je peux pas répondre à ça parce que je pense que ils sont trop nombreux. Puis je pense que c'est un privilège à chaque fois qu'on est appelé à travailler avec un autre orchestre. Un compositeur ou fétiche emblématique? Il y en aurait beaucoup, mais je pense que Beethoven va rester un phare de ma vie. Et pourquoi Beethoven?
je pense que je peux jamais me lasser. Il n'y a aucune œuvre il y a aucune note qui pourrait être enlevée de ses œuvres. Tout est bien balancé, tout est touchant, tout est marquant. Puis je trouve aussi que c'est un compositeur qui avait une force de caractère impressionnante. Donc, c'est pas comme Salieri qui disait de Mozart qu'il avait trop de notes? Ah non, je ne suis pas d'accord. Non, Je suis pas d'accord. Non. Alors, on retient Beethoven. Le plus grand défi pour vous au quotidien, parce que c'est c'est quoi? Le plus grand défi, c'est le fait que 95 de mon temps se passe avec une partition, à étudier la partition, puis tout ça, à imaginer chaque son. Et c'est certain qu'à chaque fois que je vais arriver devant un orchestre qui va être différent, des fois je vais être invitée à travailler avec un orchestre pour la première fois, ça va être toujours d'avoir cette idée-là, est-ce que chaque plan, chaque son, tel que je les imaginais, vont bien se concrétiser. Donc il y a toujours cette part-là d'inconnu, mais qui est en même temps hyper excitante dans le métier, entre le 95 de préparation versus le 5 qui est finalement les répétitions puis les concerts. À quelqu'un qui n'est jamais allé à un concert, qui ne vous connaît pas, qui ne vous a jamais vu, qu'avez-vous envie de lui dire pour lui donner le goût de la musique classique? Bien, je lui dirais en fait que cette personne-là connaît davantage la musique classique qu'elle ne le pense, parce que la musique classique fait partie de notre vie. Des fois, elle est dans les publicités, dans les films, dans les jeux vidéo, un peu dans tout. Et on n'a pas besoin de connaître la musique classique pour pouvoir l'apprécier, parce que la musique, c'est un langage universel, c'est la langue des émotions. Et donc, je pense que tout le monde peut y trouver son compte en écoutant un concert. Oui. Votre plus grande émotion musicale à vie, ce serait quoi? Oh mon Dieu, ma plus grande émotion... Bien, je pense que le moment qui a été le plus excitant pour moi jusqu'à présent, ça a été quand j'ai remplacé au pied levé un grand chef, maestro Alain Altinoglu, pour 3 concerts avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Donc, il ne pouvait pas se présenter à Montréal. Et à quelques jours des répétitions, maestro Quintagano m'a demandé est-ce que tu serais prête à prendre ces concerts-là? Et je me disais que si je refusais par crainte de ne pas être assez préparée ou de ne pas avoir assez de temps pour trouver un angle par rapport aux interprétations des œuvres, j'allais le regretter toute ma vie. Donc, j'ai osé, j'ai dit oui. J'ai passé des belles nuits blanches. Ça a été une expérience extrêmement enrichissante avec les musiciens de l'OSM. Puis ça a été 3 très beaux concerts. Donc, j'avoue que ces moments-là sont vraiment mémorables pour moi. Et en terminant, le legs de Kent Nagano à Montréal, mais... pour vous aussi? Ah, mon Dieu, pour moi, ce serait un legs immense. Ça reste un mentor exceptionnel. Et justement, récemment, il est venu même diriger l'Orchestre symphonique de l'Estuaire dans le cadre de notre 25e anniversaire. Et j'ai trouvé que c'était vraiment extrêmement généreux à lui et à son épouse, la pianiste Marie Kodama, de venir dans cette belle région-là pour pouvoir faire un concert. Puis j'ai vraiment apprécié qu'il puisse être aussi généreux avec les musiciens et de pouvoir montrer aux musiciens de mon orchestre à quel point cet homme-là est enrichissant et à quel point il m'a appris pendant 3 années, dans le cadre de 2-3 jours de répétition. Pour moi, c'était vraiment très touchant à voir. Dina Gilbert, merci beaucoup. Alors, allez poursuivre votre belle carrière auprès de très nombreux orchestres au Québec et ailleurs dans le monde. Au plaisir de vous retrouver très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, au revoir et à la prochaine.